à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un cours spécial dans la mesure où demain, je vais beaucoup plus me focaliser sur une formation que je donne à Concern. Je ne serai pas vraiment disponible. Le chapitre d'aujourd'hui, c'est fondation superficielle. On va beaucoup plus aujourd'hui aborder la capacité portante de les fondations superficielles. Comme document de référence, c'est Mécanique des sols, Université catholique de Louvain de Diag 2009. La géotechnique mécanique des sols, tome 2, l'Université de Liège de Robert Charlier 2007. Il y a l'introduction à la géotechnique de Jean Lafleur 2006. Les cours pratiques de mécanique des sols, tome 2, calcul des ouvrages de Costa et Saint-Gléra 1983. Et l'article très intéressant sur les fondations superficielles de Roger Franck. Aujourd'hui, nous allons voir les formes canoniques et les différentes théories associées aux formes canoniques. La méthode de coin de Rankine. La théorie du pouvoir portant, basée sur la théorie des coins de Rankine, 1776, bien qu'admettant une surface de rupture simplice, conduit à une expression dimensionnelle correcte. L'équation canonique du pouvoir portant qui en découle sert de modèle à des formules plus précises développées plus tard. Ces développements ultérieurs prendront en compte des hypothèses plus acceptables pour la surface de rupture et plus conformes à l'expérience. Mais il faut voir l'estimation des coins de Rankine, qui est une estimation assez simple, qui suppose qu'une semelle filante, sur cette semelle filante, nous avons une charge verticale centrée Q ultime ici, et vous devez déterminer ce Q ultime qui est égal à grand Q, à la charge sur la largeur B de cette semelle. L'objectif, c'est d'arriver à déterminer Q ultime, qui est la capacité portante que la semelle peut supporter par rapport à la charge qui arrive sur cette semelle. Vous avez Q ultime à déterminer, et Rankine va supposer qu'il y a deux zones assez simplistes. Vous avez la zone 1 avec 1 et la zone 2 avec 2. Et la zone 1 qui est ce triangle. Vous avez l'angle droit et puis ici, l'angle c'est pi sur 4 moins phi sur 2. De ce côté-là, pi sur 4 plus phi sur 2. Dans la zone 2, le Q, la contrainte uniforme verticale qui s'exerce dans cette zone 2. Et là, on est en unité, c'est pi sur 4 plus phi sur 2. Nous allons séparer les deux cas. C'est le principe de superposition qu'on doit appliquer qui nous permet d'additionner chaque cas séparément. Nous allons supposer que cette fondation atteigne sa limite de rupture. Le coin 1 s'enfonce en poussant le coin vers l'extérieur. Ce mouvement est contribué par le coin 2 qui devrait remonter latéralement et soulever la charge repartie. Pour simplifier, nous allons supposer d'abord que le sol est sans corrosion. Le coin 1 subit un mouvement vers le bas et l'extérieur, ce qui provoque une résultante en compression. Et entre les faces verticales de hauteur H, voici la hauteur H des points 1 et 2. Et cette résultante devrait être équilibrée à tout le moins vis-à-vis de la translation horizontale. Pour pouvoir déterminer la distribution de contraintes sur un écran plan, nous allons appliquer plusieurs méthodes. Le principe de superposition, la poussée, la butée, la formule de Poncelet. Le coin 1 est en poussée et sa face inférieure est inclinée de pi sur 4 moins 100 phi sur 2. Tandis que le coin 2 est en butée, nous allons appliquer le principe de superposition pour pouvoir déterminer P1 égale à Q ultime par Ka par H plus 1 demi gamma H carré par Ka. Ici, c'est la poussée. Vous allez considérer le Q ultime, qui est une charge répartie. Lorsqu'on applique la formule de Poncelet, et c'est une distribution rectangulaire, c'est Q ultime par Ka par H. À l'aide du principe de superposition, nous allons regarder le poids des terres, c'est pesant. Nous allons déterminer le P qui va être établi au tiers central du triangle. D'après Poncelet, c'est 1 demi gamma H carré par K. Distribution rectangulaire, une distribution triangulaire qui va nous donner la somme. Maintenant, pour le coin 2 qui est imputé, et c'est Q et dû au poids gamma Z qui est à côté de la semelle qui va entrer en jeu. P2 égale à P égale Q KP par H et 1 demi gamma H carré multiplié par KP. L'équilibre de translation horizontale va nous donner P qui est égal à PA égale à PP. PA c'est poussé, PP c'est buté. A c'est actif, P c'est passif. L'équilibre est atteint. Vous avez P qui est égal à Ka Q ultime H plus 1 demi Ka gamma H carré égale à Kp Q H plus 1 demi Kp gamma H carré. P poussé qui est égal à P
à l'équilibre, le Q ultime, si on divise par KAH, ce qui nous donne Q ultime, plus 1 demi gamma H, égale à Kp sur Ka multiplié par Q, plus 1 demi Kp sur Ka multiplié par gamma H. Nous avons Q ultime qui est égal à Kp sur Ka par Q, plus 1 demi gamma, facteur de Kp sur Ka moins 1, multiplié par B sur 2, racine carrée de K avec Kp égale à 1 plus sin phi sur 1 moins sin phi. Nous avons considéré que le sol est sans cohésion, c'est-à-dire que la cohésion est nulle. À l'aide du principe des états correspondants de Kako, nous allons faire entrer le terme en cohésion dans la formule. Le théorème des états correspondants de Kako permet de résoudre ce problème. En connaissant la solution du problème pour un sol sans cohésion, on trouve la solution correspondante du sol avec la cohésion en ajoutant la valeur C cotangente phi à chaque terme de contrainte normale. Donc, à la loi des états correspondants de Kako, qui va nous permettre de déterminer la rupture d'un sol pulvérilent, FC sigma tau phi C égale à 0, en partant de la solution d'un problème d'un sol pulvérilent, FP qui dépend de sigma, tau et puis phi. Que dit le théorème de Kako? Un massif cohérent caractérisé par C et phi est soumis à un champ de contrainte indéterminé est à la limite de la rupture en même temps qu'un massif fictif pulvérilent, caractérisé par phi de même forme que le massif cohérent, mais soumis à l'action conjointe du même champ de contrainte et d'une contrainte ansérique C cotangente phi. En d'autres mots, la relation FC sigma tau phi C peut être obtenue en remplaçant dans FP sigma tau phi les contraintes normales sigma par sigma plus C cotangente phi. À ce moment-là, FC sigma tau phi C égale à FP sigma plus C cotangente phi tau phi. Car ce théorème se démontre en opérant un changement d'axe dans le diagramme de Moore. Donc, on va remarquer que la courbe intrinsèque T à T' d'un sol cohérent dans le système d'axe O sigma O tau peut être considérée comme celle d'un sol pulvérilent d'un même angle de frottement phi dans un système d'axe tau A à sigma star. Le passage de sigma à sigma prime est une translation d'amplitude à O que C par cotangente phi. Ajouter à chaque fois C cotangente phi au terme de contrainte pour pouvoir ajouter la cohésion dans la formule. On peut ajouter C cotangente phi à la formule Q ultime égale à Kp sur Ka Q plus 1 demi gamma facteur de Kp sur Ka moins 1 multiplié par B sur 2 racine carrée de Kp. Si on ajoute à chaque contrainte C cotangente phi, ce qui va nous donner Q ultime plus C cotangente phi égale à Kp sur Ka par Q plus C cotangente phi plus 1 demi gamma par Kp sur Ka moins 1 multiplié par B sur 2 racine carrée de Kp. Q ultime égale à Q par Kp sur Ka plus C cotangente phi par Kp sur Ka moins 1 plus 1 demi gamma B par 1 demi racine carrée de Kp par Kp sur Ka moins 1. Q ultime sous la forme canonique, Q ultime égale à Q NQ plus C NC plus 1 demi gamma B N gamma. Ce qui nous permet de trouver la potence d'une fondation superficielle de largeur B et de longueur infinie avec la méthode des coins de Rankine qui nous donne un Q ultime avec un terme de profondeur Q, NQ et NQ égale à Kp sur Ka et le terme de cohésion CNC avec NC égale à NQ moins 1 cotangente phi prime et un terme de surface N gamma qui est égal à 1 demi racine carrée de Kp NQ moins 1. Kp égale à 1 plus sin phi prime sur 1 moins sin phi prime et Ka égale à 1 sur Kp. C'est la forme canonique à déterminer lorsqu'on détermine le Q ultime. L'équation canonique, c'est une équation très importante pour pouvoir déterminer la capacité portante des fondations superficielles. Et cette forme canonique comprend 3 termes. Un terme de profondeur, un terme de cohésion et un terme de surface. La théorie du pouvoir portant basée sur la théorie des coins de Rankine est simpliste et fort approximative. Et celle-ci révèle une expression dimensionnelle correcte et l'équation canonique du pouvoir portant va servir de modèle pour les chercheurs. Ces développements ultérieurs prennent en compte des hypothèses plus acceptables pour la surface de rupture et plus conformes à l'expérience.
Comme précisé précédemment, les développements de Rankine sont basés sur des hypothèses trop simplistes qui négligent, violent certaines conditions. Par exemple, la surface de rupture observée dans la pratique n'est pas composée de deux segments de droite. Ces deux droites définissent d'ailleurs un mécanisme de rupture non cinématiquement acceptable. Le point 1 doit pénétrer dans le massif sous-jacent. Ensuite, il y a le cisaillement le long de l'interface entre les points 1 et point 2 n'est pas prise en compte. La condition d'équilibre horizontal est seule utilisée au mépris de l'équilibre vertical et de rotation. C'est pour cela qu'il va y avoir de meilleures hypothèses qui vont tenir compte du cas général qu'on va observer dans les autres formules.